Bonjour à toutes et tous, c'est le numéro 12 d'Espace Politique, le dernier de l'année 2025. Je vais faire un double point, un premier point sur le budget, la bataille du budget, qui devrait s'achever provisoirement la semaine prochaine, juste avant Noël. Et j'évoquerai aussi la grande mobilisation autour de la dermatose nodulaire contagieuse et la façon dont le gouvernement est parfaitement inconséquent dans le traitement de cette épizootie. On commence. Alors, en 5 minutes chrono, je vais essayer de vous parler du budget, de cette bataille que nous avons menée depuis le mois d'octobre. Ça a été particulièrement fastidieux, laborieux. Vous avez suivi la chronique au jour le jour, hein, avec des indéterminations en permanence, des négociations à la petite semaine dans les couloirs de certains groupes avec le gouvernement, ce qui pour nous est une forme d'inconséquence assez impressionnante. Mais toujours est-il que pendant des semaines, on a essayé, nous, insoumis NFP, de faire valoir le programme du nouveau Front populaire, hein, et de le défendre, y compris sous l'angle des interventions sur la partie recettes, la P1 du projet de loi de finances, mais aussi les dépenses. Pour ce qui me concerne, j'étais co-chef de file avec Marie Messmer sur la partie enseignement supérieur et recherche, qui est une grosse mission, qui concerne la vie étudiante, la recherche, les universités. Dans ces batailles, ce contre quoi nous avons essayé de lutter, et parfois de façon sévère, hein, parce que l'adversité était impressionnante, c'était les coupes budgétaires qui étaient énormes sur de nombreux secteurs de l'action publique. Alors ça concerne le monde universitaire, puisque je l'ai vu de très près, mais ça concernait aussi les collectivités locales, hein, 7,5 milliards d'euros qui étaient prévus dans le projet de loi qui avait été déposé. Donc là, on avait affaire encore à une stratégie de réduction autoritaire, brutale des dépenses publiques, au moment même où, à côté, dans les recettes, le gouvernement ne cherchait pas à mettre à contribution les mieux dotés, les mieux fournis, les ultra-riches, ceux qui se gavent, notamment les entreprises du CAC 40, qui encore aujourd'hui redistribuent des dividendes de façon stratosphérique à des actionnaires qui n'ont plus qu'à attendre que ça tombe. Donc là, il y a une stratégie que nous, on défend depuis toujours, qui est une stratégie très simple, hein, de gauche, conséquente, c'est d'aller chercher l'argent là où il est, dans les niches fiscales. Et là, il y a eu des débats encore cette année sur le crédit impôt recherche, sur le pacte Dutreil, où on sait, et ça a été d'ailleurs révélé par la Cour des comptes, qu'il y a des marges énormes, hein, beaucoup de milliards à récupérer pour précisément financer la partie des dépenses des services publics auxquels nous tenons toutes et tous. Donc ça a été une bataille assez dure. Elle s'est aussi mise en œuvre, cette bataille, sur le front du projet de loi de finances de la sécurité sociale, qui a été voté la semaine dernière. Hein, alors pas par nous, hein, nos camarades socialistes, hélas, l'ont voté, au prix de compromissions qui sont délétères, hein, puisque très objectivement, maintenant, ils sont des alliés, un renfort objectif du gouvernement qu'il s'agit pourtant de faire tomber. Donc je ne vais pas revenir sur toutes les coupes qui étaient prévues dans ce budget du PLFSS, mais ne serait-ce qu'un chiffre, 3 milliards en moins pour les hôpitaux, alors que l'hôpital public s'effondre littéralement, que les urgences sont saturées, que les personnels sont à bout, que la désertification médicale est toujours plus accrue. Et ben là, le gouvernement choisit encore de taper là où il faut surtout pas taper, c'est-à-dire vraiment un service public éminemment critique et essentiel pour la population. Donc ça, c'était le PLFSS qui a été voté. Ce qui est compliqué à suivre, y compris pour les députés, et là je le dis en toute humilité parce qu'on apprend au jour le jour, ces phases d'examen budgétaire, PLF et PLFSS, c'est presque en même temps, et avec des moments de superposition entre les recettes et les dépenses. Donc parfois on a du mal à s'y retrouver, mais globalement c'était à peu près le même problème sur ces deux grands budgets nationaux. C'était une stratégie de coupe budgétaire contre laquelle donc nous avons fait valoir nos idées de mesures. Ça n'a pas toujours marché, hélas. Et à la fin, on a quand même eu sur le PLF un moment assez étonnant. Je me rappelle encore dans l'hémicycle où tout le monde vote contre un budget. 404. Erreur 404 avec une seule voix pour la voter. C'était assez étonnant. Un collègue UDI, Liot. Donc on est encore dans l'approfondissement de cette crise qui était déjà à vif l'année dernière sur le plan budgétaire. Là, c'est encore un peu plus, avec un gouvernement qui négocie, qui cherche des alliances. Moi, je l'ai vu notamment
Et je finirai par là sur la partie, défense, les dépenses de la défense, puisque je suis commissaire de la défense comme vous le savez. Et là, en l'occurrence, pas de coupe budgétaire. Au contraire, c'est une marche, comme ils disent, et une surmarche, pour une augmentation des crédits à hauteur d'un peu plus de 7 milliards d'euros. Quand il s'agit de la défense, là, il y a aucun problème, et à tel point d'ailleurs que la négociation se fait un peu le couteau sous la gorge, hein, parce que si vous votez pas la marche et la surmarche, c'est-à-dire les augmentations de budget, heu, en plus de ce qui avait été prévu initialement, pour financer tel ou tel, engagement, capacitaire, sur les drones. Enfin, il y a pas plein de fronts technologiques sur lesquels, le ministère des Armées veut investir. Mais là, pour le coup, ça ne pose aucune espèce de problème, hein, je pense qu'il faut augmenter, ces budgets. Nous, on y est favorable. Pas n'importe comment, il lui fallu faire une loi de programmation militaire, beaucoup plus offensive. Et en l'occurrence, elle était insincère, à tel point d'ailleurs qu'il faut la réactualiser bientôt, au trimestre, prochain. Mais vous voyez que là, ça pose aucune espèce de problème. Donc on en est là au niveau du budget, des tergiversations à l'infini, des alliances à géométrie variable, des compromissions de certains qui rompent avec un accord que nous, on avait porté jusqu'au bout et qu'on continue de porter. Là, je parlais des camarades socialistes qui ont négocié une improbable suspension de la réforme des retraites. En fait, c'est juste un décalage. Enfin, tout le monde a compris comment cette entourloupe avait été négociée avec le gouvernement. Pour un seul but, hein, éviter une dissolution. C'était à peu près ça l'ambiance. Et rappelez-vous, il y a encore quelques semaines, tout le monde était prêt à l'échéance d'une nouvelle élection législative. Le Parti socialiste et d'autres groupes qui ne s'y résolvent pas parce qu'ils savent que ça va être difficile, l'épreuve d'une nouvelle élection, ont réussi finalement à maintenir ce statu quo au prix d'une pseudo-victoire qui gèle le champ de la négociation et repousse un peu plus l'échéance de la sortie de crise. Pour nous, et ça c'est un mot d'ordre que nous maintenons bec et ongle parce que c'est la vérité, le responsable de toute cette crise qui s'incarne dans les négociations interminables autour du PLF, etc., il n'a qu'un seul nom, c'est Emmanuel Macron, hein, que nous souhaitons destituer. Nous avons déposé une proposition de résolution qui va dans ce sens-là. Elle a été signée par plus d'une centaine de députés. Et elle est sur la table. Et pour nous, c'est une évidence que la raison suffisante du chaos s'appelle Emmanuel Macron. Il faudrait précipiter de nouvelles élections présidentielles parce que là, on n'en a pas fini de ne pas en finir avec ces questions budgétaires. Et par ailleurs, là, on tourne la vidéo, on vient d'apprendre que la CMP, la commission mixte paritaire, a été non conclusive au bout d'une demi-heure. C'était pour finalement empaqueter le PLF, ce qui veut dire que lundi, on se retrouve, lundi 22, on va se retrouver en séance, après un travail en commission des finances, pour voter une loi spéciale qui va geler le budget de la France et puis permettre au moins d'assurer une continuité de l'État. Mais ça reporte à encore un peu plus tard l'échéance de la sortie de crise. Donc le Cornu pour l'instant survit, son gouvernement survit, fait semblant de gouverner, mais en vérité ça craque de partout et l'observer depuis l'hémicycle c'est assez confondant et consternant parce que ça ne peut pas durer ainsi avec une échéance des municipales qui va mettre encore un peu plus à vif le champ politique. Voilà, ça c'était pour le plan PLF. C'est dur vraiment d'entrer dans les détails. Je pourrais venir vous expliquer sur telle ou telle mesure pourquoi elle a été régressive, au niveau des recettes, pourquoi là il aurait fallu gratter davantage. Mais oui, c'est fastidieux, ça prendra des heures. Je pense que l'idée force, c'est simplement de dire que tout ça n'est pas du tout à la hauteur et que c'était prévisible que finalement on s'enferre dans cette impasse qui met les constitutionnalistes à vif parce qu'on navigue vraiment à vue et on ne sait pas du tout de quel bois le gouvernement se chauffera en janvier prochain et dans quelle mesure il pourra encore continuer d'exister. C'est un moment de crise inédit, voilà. Et nous, on essaye de tenir la tranchée et d'assurer en hémicycle, mais par moments, c'est un peu pénible de voir que ça craque, y compris parmi les partenaires avec lesquels on a fait campagne il n'y a pas si longtemps. C'était le point PLF. J'espère que vous avez suivi, parce que j'ai un peu du mal à me suivre moi-même. Alors deuxième point qui me tient à cœur, parce que c'est un révélateur, un nouveau révélateur de cette crise et de cette incapacité du gouvernement à agir comme il le faudrait. C'est la dermatose nodulaire contagieuse, cette épizootie qui touche les bovins. Vous le voyez, c'est dans l'actualité. Il y a des mobilisations des agriculteurs, de la Confédération paysanne, de la coordination rurale, de la FNSEA
un peu n'importe comment. Et la question, c'est comment on répond à cette crise. Eh bien, le gouvernement, on l'a alerté dès le mois de juillet, on aurait pu, en lieu et place de l'abattage systématique quand on voit qu'il y a un cas dans un cheptel, on aurait pu cibler des abattages, on aurait pu finalement confiner et puis vacciner, élargir les vaccinations pour éviter de prévenir la diffusion de cette épidémie. Comme elle est classée A par l'Union européenne, donc devant s'accompagner de mesures d'abattage systématique, le gouvernement va dans ce sens-là, mais dans l'incompréhension des dynamiques locales et surtout de la violence inouïe que cela représente pour les éleveurs qui travaillent durement pour constituer leur cheptel et qui ont un rapport très particulier aussi avec leurs bêtes. Et là, cette mesure, elle est autoritaire et verticale. En gros, vous avez des services vétérinaires, etc., qui viennent valider des abattages presque aveugles dès lors qu'il y a un seul cas. Et évidemment que ça génère une forme d'incompréhension du point de vue des éleveurs qui font de leur mieux aussi pour traiter cette maladie qui, par ailleurs, est mortelle qu'à 5 à 10% des cas pour les bovins. Et surtout, ça passe pas vers les humains. Donc là, on a quelque chose qu'on peut contenir. Ça a déjà été contenu dans d'autres pays, par exemple au Japon, où ça a très bien fonctionné, avec des systèmes de confinement très sectorisés de cheptels qui étaient contaminés. Donc on aurait pu faire autrement. Nous, on a alerté, alors là je tiens à souligner le travail vraiment fort d'alerte de Manon Meunier, Mathilde Dignet, Loïc Prudhomme, Aurélie Trouvé, Mathilde Panot, qui ont alerté la ministre de l'Agriculture, Madame Genevard, dès le mois de juillet, hein, parce qu'il y avait déjà des premiers cas qui étaient déclarés en Savoie ou un peu plus en Ariège, plutôt des départements du sud, Midi-Pyrénées, qui avait alerté sur le fait qu'il fallait surtout éviter l'abattage systématique, qu'il y avait d'autres façons de procéder, qui étaient respectueuses en fait à la fois des animaux, hein, parce que c'est quand même terrible, c'est des milliers de bovins que d'un coup on extermine. Là, il y en a 3000 hein, qui ont été abattus, mais en plus on accompagne correctement les éleveurs et puis on fait un suivi très fin de la diffusion ou surtout de la non-diffusion de l'épizootie. Là, on aurait pu procéder autrement et l'alerte a été faite par courrier solennel dès le mois de juillet. Il se trouve que la ministre, avec beaucoup de mauvaise foi et s'autorisant de la science, nous aussi en fait, hein, clairement, nous disait qu'en gros on était des obscurantistes, on n'avait pas compris comment ça fonctionnait. Elle l'a fait très longtemps et elle l'a fait jusque encore récemment. Elle a porté cette politique de l'abattage systématique encore récemment. Et qu'est-ce qu'on voit maintenant depuis quelques jours? Maintenant, c'est la politique de la vaccination élargie et totale, avec une espèce de rattrapage d'urgence, avec des centaines de milliers de bêtes à vacciner, alors qu'on aurait pu anticiper largement depuis ces derniers mois et prévenir la potentielle explosion du virus. Donc le gouvernement fait ce que nous avons proposé il y a maintenant 6 mois. Donc pour moi, c'est encore une révélateur de cette inconséquence, cette inconsistance. Et ce gouvernement a vu, et parfois ce gouvernement contre la science, contre l'évidence, contre l'expertise, y compris des agriculteurs qui voient de très près comment prendre les choses de façon rationnelle pour faire en sorte d'éviter des crises qui aujourd'hui mettent à vif des départements entiers. Nous, on est force de proposition, on est clairement avec les agriculteurs, qui par moments organisent des barrages, se mobilisent, sont visibles, et ils ont raison de le faire, parce que sinon ils ne sont pas écoutés. Sinon, le gouvernement serait passé en force avec sa politique sanitaire brutale. Voilà, je tenais à le dire parce que c'est vraiment, enfin, derrière la force politique que nous incarnons, il y a évidemment plus que de l'opposition, il y a de la contre-proposition, et il y a du service de l'intérêt général. Là, pour le coup, de voir le ministre, la ministre mettre en œuvre la politique que nous portions depuis 6 mois, c'est une cruelle ironie, et on fanfaronne pas parce que clairement, il y a des destins brisés, des fermes qui ferment, des agriculteurs qui sont désabusés, et tout ça est produit par cette inconséquence. Mais clairement, là, on aurait pu procéder autrement. Une autre politique sanitaire est non seulement nécessaire, enfin possible, mais en plus nécessaire. Voilà, ça c'était le point sur la dermatose nodulaire contagieuse. J'en ai fini pour ce numéro. Je vous souhaite de très très bonnes fêtes de fin d'année, reposées, apaisées, avec vos proches. N'abusez pas trop de la bonne chère, hein, même si c'est quand même tentant à ces occasions. Vous pouvez retrouver
Mon dernier numéro d'Espace Politique qui est imprimé, que je diffuserai à la criée sur tous les marchés de la circonscription dès la rentrée, dans lequel je reviens sur mon actualité récente, une proposition de loi que j'ai déposée, etc. Et puis, rendez-vous aussi sur mes pages, notamment Facebook, où j'ai tendance à beaucoup tartiner, mais en tout cas, vous saurez tout ce que je fais. Et je pense que c'est hyper important de rendre compte du mandat. Donc ça, c'est quelque chose que vous pourrez trouver sur le site. Ah, la réception, mais je les rappellerai plus tard. C'est du direct. Bonne fête de fin d'année, et je vous dis à très bientôt dès le début 2026. On sera là, vaillant, combatif et offensif. L'actualité est chargée, vous verrez. Sur ce, bonne fin d'année.